Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va parler de Fulcanelli ce soir, d'alchimie avec Grégoire Brisset. Grégoire Brisset qui a été confronté à l'alchimie opérative dès 1974. Ses expériences réalisées non sans succès. Il laisse le laboratoire pour se consacrer par la suite à l'étude des grands anciens. Plusieurs traités d'alchimie sont issus de ses recherches, tels que François Cambriel, un alchimiste méconnu du XIXe siècle, les alchimistes anglais du XVIIe siècle et la naissance de l'Empire britannique, ainsi que le présent ouvrage, Comment lire Fulcanelli. Vous avez réalisé, non sans succès, l'alchimie opérative. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à... Alors, vous savez, comment vous expliquer? La première des choses, c'est une mise en garde. Ce que je dis à peu près j'écris dans mes modestes ouvrages, c'est de ne pas pratiquer l'alchimie. Parce que c'est un art qui appartient à l'Antiquité. Voilà. Et comment vous expliquer? On n'entre pas dans l'alchimie suivant des voies traditionnelles. D'une part, parce qu'il n'existe pas d'école d'alchimie, et c'est un peu du hasard. Voilà. Alors, une fois qu'on est rentré dans ce genre de circuit, tout à fait informel, on se rend compte quand on a réalisé quelque chose, ça c'est sûr. Voilà. Une fois que j'avais réalisé ce qui me paraissait être un stade au-delà duquel on ne pouvait pas accéder, du point de vue des transformations des états de conscience, je me suis arrêté et à partir de là, je me suis intéressé à la littérature en fait, alchimique. Vérifier un petit peu ce qui était consigné dans les écrits des grands anciens. Voilà. Au début du livre, vous dites pourquoi dévoiler ce qui a été tenu à ne pas être exposé pendant des années, enfin pendant des siècles. Vous dites que c'est un art interdit. Ça a été un art interdit. Et en ce qui concerne la voix humide et la voix sèche, que c'est un des plus beaux leurres. Oui, parce qu'il n'y a pas de voie humide et de voie sèche. Ça, non, non, il y a une seule voie, un point c'est. On parle de Fulcanelli, donc on parle du mystère des cathédrales qui a été publié en 1926 et des demeures philosophales qui ont été publiées en 1930, qui sont restées relativement, enfin, qui n'ont pas été du tout vues. Sauf que en 1960, il y a Jacques Berger et Louis Pauwels qui publient Le Matin des magiciens, où ils parlent de Fulcanelli, et c'est un petit peu ce qui l'a fait connaître. Et Jacques Berger dit qu'il avait rencontré Fulcanelli en 1935. Vous y croyez à ça? Non, 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 c'est la légende. Bergier est un type d'une intelligence extraordinaire, un grand communicateur qui a joué beaucoup sur les poncifs de l'époque, en fait. C'est-à-dire, vous savez, c'était une époque un peu du psychédélique en Amérique, etc. Et on croyait beaucoup à des, enfin, à des mythes, si vous voulez, vous voyez, des gens qui se baladaient dans le temps, dans l'espace, qui provenaient d'autres planètes, enfin voilà, et notamment des gens qui pouvaient provenir du futur ou bien du passé. Et c'est à ce titre qu'il a dit avoir rencontré Fulcanelli. C'est un effet d'annonce, en fait, à mon avis. Je ne crois pas qu'il ait rencontré Fulcanelli. Alors, est-ce que quelqu'un l'a rencontré? Est-ce que Fulcanelli a existé? Je consigne dans ce modeste ouvrage, là, sur comment lire Fulcanelli, que je ne m'intéresse pas à qui a été Fulcanelli. C'est trop difficile. C'est du domaine des historiens. Pour l'instant, les historiens ne s'intéressent pas à l'alchimie parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et ça a une réputation plus que sulfureuse en fait. Et les essais qui ont été faits de part et d'autre, bon, j'ai dénombré à peu près une dizaine d'ouvrages sur qui était Fulcanelli, hein, et il y a 10 noms différents proposés. On ne sait toujours pas. Ça, je ne me suis pas intéressé. Par contre, ce dont je m'étais rendu compte, c'est qu'il y avait, à ma connaissance, hein, modestement, pas d'ouvrage sur ce que avait écrit Fuganelli. C'est à ça que je me suis intéressé. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, si vous voulez? Parce que quand on le lit comme ça, franchement, au premier abord, enfin, moi, j'avais rien compris. Je m'en Oh souviens, non. je ne suis pas le seul. Voilà. Moi non plus. Et puis vous le dites dans votre livre, on comprend rien. C'est On comprend complètement. rien. Mais par contre, on le lit jusqu'à la fin. C'est ça qu'il faut. Oui, oui, parce qu'il écrit très très bien. C'est quelqu'un qui avait un français extrêmement pur, quoi, si vous voulez.
qui écrivait très très bien, qui compose de très belles phrases, ça se lit avec plaisir. C'est l'aspect du mystère, si vous voulez, vous voyez, qui est intéressant, l'aspect poétique déjà. Euh, Oui, puis alors il dit que les clés se trouvent dans le langage, mais aussi dans le langage des pierres, que les pierres parlent. Parce que, bon, les demeures philosophales et puis les mystères des cathédrales, ça parle d'architecture, ça parle du Moyen-Âge, ça parle du gothique, ça parle de la Renaissance, ça parle de oui. beaucoup de choses. C'est pas un modeste ouvrage, comme vous dites, c'est un ouvrage qui nous amène à un tas de niveaux. Non, 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 je parle du mien de modeste ouvrage, pas du sien. Mais non, mais C'est moi je vraiment. parle du vôtre, justement, c'est pas un Ah, bon, modeste ouvrage. ah, merci, merci, alors merci, Voilà. d'accord. Euh, Vous parlez de la pierre philosophale, la fabrication de la pierre philosophale, Oui, qui s'appelle aussi l'or potable. Pourquoi l'or oui. potable? Eh bien, parce que en fait, c'est un élixir en termes d'apothicaire. C'est-à-dire que c'est un menstruum, c'est-à-dire c'est une solution qui est obtenue à partir de l'eau. Donc, c'est un élixir. C'est-à-dire, ce sont des termes exacts qu'employaient les apothicaires, au temps où les apothicaires étaient là en lieu et place des pharmaciens actuels, si vous voyez. Voilà, c'est un élixir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est liquide, qui se consomme, une boisson. Voilà, l'eau potable. Parlez de l'ergot de seigle aussi un peu plus loin. Et je préfère pas trop m'étendre là-dessus. Bon, ni là-dessus, ni le fait qu'à la fin de votre livre, vous parlez de tous ces jeunes qui sont morts à 27 ans, là, euh, Oui, de manière assez tragique. Et il y a la oui, question quand même de ce qu'on vit en ce moment. Moi, ce livre, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans, là, qu'on vit en plein dedans. Et avec tous ces problèmes d'addiction, de oui, drogue, oui, oui, etc. Et oui, oui, oui. de guerre, parce que la guerre, elle est présente dans votre histoire. C'est-à-dire que Mm. pour s'enrichir, en vérité, il faut faire la guerre. La guerre et piquer l'or des autres et ou perdre le sien quand on fait la guerre. Et on est en plein dedans. C'est ça que je trouve dans votre livre, c'est qu'on est en plein dans cette histoire. En fait, j'ai pas parlé de notre époque, j'ai parlé de l'époque de Fulcanelli. Et lui a certainement connu peut-être la guerre de 70, ce dont je parle dans l'ouvrage, et très certainement, tiens, on voit votre chat derrière. On voit Oui, votre chat. c'est pas Il grave, a- il vient Non, mais se au contraire, ah, mais j'adore les C'est le chats. chat noir, que le chat noir, vous en parlez dans le livre aussi. J'adore les chats. Il parle de la guerre de 14, en fait. Voilà, en deux, trois lignes, il a certainement connu. C'est là cette fameuse guerre, si vous voulez, dont il est question dans Fulcanelli. Il ne s'est pas projeté dans notre époque actuelle, hein. J'ai l'impression quand même que ça nous parle dans l'époque où on est là maintenant. C'est possible. Mais si vous voulez, lorsqu'on commet un sujet d'histoire comme retracer ce qui a été écrit par Fulcanelli en son temps, je ne me suis pas permis d'extrapoler, si vous voulez, hein. Je suis resté à son époque. Voilà. Il écrivait, enfin vous écrivez dans votre livre que entre les deux dernières guerres mondiales, Paris avait le triste privilège d'être un des plus grands centres européens de consommation de stupéfiants. Il y avait ce qu'on Oui, appelle la dissolution des mœurs. Sinon, à la page 191, c'est ainsi que, lisant son ultime chapitre du tome 2 des Demeures philosophales, Fulcanelli écrit Paradoxe du progrès illimité des sciences, nous découvrons ceci, la Terre se meurt à force d'engrais chimiques, les plantes dépérissent et se montrent incapables de réagir contre l'envahissement des insectes parasites ou l'attaque des maladies à mycélium. La plupart des découvertes orientées d'abord vers l'accroissement du bien-être sont rapidement détournées de leur but et spécialement appliquées à la destruction. Les instruments de paix se changent en instruments de guerre et l'on connaît assez le rôle que la science joue dans les conflagrations modernes. C'est quand même assez étonnant de voir que dans cette alchimie, finalement, l'or qui cherche, c'est quand même l'or des diplomates, puisqu'il y a cette grande partie des diplomates qui arrivent. C'est un visionnaire, le Canelli. bah, c'est-à-dire, il est peut-être visionnaire dans la mesure où il s'intéresse à des phénomènes universels, si vous voulez, qui se répètent. Il les a découverts déjà à l'époque de Louis XI, il les a redécouverts à l'époque de Bismarck, vous voyez. Déjà, il y a des siècles d'écart, ce sont les mêmes phénomènes. C'est-à-dire, ça correspond au titre alchimie et diplomatie. La diplomatie qui a été inventée littéralement à l'époque de Louis XI, c'est-à-dire avec des ambassades à poste fixe et non pas des missions. Vous décryptez l'histoire.
entre les pays, entre les nations. Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir quel était le cheminement de son esprit, en fait. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé d'une part à ce Moyen Âge, hein, puisqu'il en parle beaucoup, et pourquoi il y a des clins d'œil de sa part sur l'époque qui était la sienne, en fait. Vous voyez, quel est le trait d'union? Et à partir de là, effectivement, il a découvert, je pense avoir mis en valeur ce que lui avait découvert et nous suggère, c'est-à-dire des structures qui ont une valeur universelle. Comme vous dites, ça peut très bien, pourquoi pas, être retrouvé de nos jours. C'est-à-dire que la diplomatie sert effectivement à gagner les guerres et récolter l'argent du camp de vaincus. Oui, ça, tout le monde le sait. Mais ça, c'est bien de le Bon, rappeler, quelque part. ben voilà. Alors, vous parlez de Jeanne Dupont. Moi, j'adore ce passage sur Ah Jeanne oui, Dupont. oui, 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 ben ça c'est Jeanne d'Arc, Jeanne Oui, d'Arc, parce que arc, ça vient de l'arc du pont. Et donc traduit, alors maintenant quand on dit Jeanne d'Arc, ça fait merveilleux à notre époque, mais à son époque à elle, ça signifiait simplement Jeanne Dupont. Dans les oreilles de l'époque, ça sonnait comme ça. et d'une certaine Émilie Forgeron. Ah oui, alors ça c'est le Émilie Forgeron, mais je crois que ça c'est le coup d'éclat de Fulcanelli, c'est-à-dire au moment où il nous prouve que l'alchimiste, le vrai, c'est faire agir la partie spagyrique, si vous voulez, voyez? Puisqu'il dit, lui, entre l'alchimie et la spagyrie, il y a un mur, une muraille. C'est-à-dire que ce sont des mondes qui ne se connectent pas. Du moins, la spagyrie ne doit pas avoir d'action sur l'alchimiste. Par contre, l'alchimiste, lui, met en pratique les actions dont dispose, le clavier d'action dont peut disposer le spagyriste. Il faut rappeler ce que c'est que la spagyrie. C'est ce qui intervient dans la matière. Voilà. Alors que l'alchimie, si vous voulez, lui, si vous voulez, il distingue. Voilà. On va recommencer un peu par le début, par les définitions. À propos de Fulcanelli, il distingue deux phases. Il distingue d'une part une alchimie numéro un, si vous voulez, qui est la signature exacte de l'alchimiste, c'est la mise en œuvre et qui puisse le prouver aux autres auteurs qui connaissent la fabrication de l'élixir. Mais il dit ça, ça ne suffit pas. D'ailleurs, c'est là que les gens qui se contentent de ça et qui notamment se spécialisent là-dessus finissent très mal. Vous avez évoqué ces gens qui décèdent en bas âge, etc. C'est à peu près ce chapitre. Le deuxième chapitre, c'est ce qu'il appelle la haute science ou la sublime science, enfin, je ne sais plus exactement, la sublime connaissance, voilà. Une C'est ce connaissance. qu'il appelle la sublime connaissance. Et ça, c'est c'est l'art d'interpréter le terme macrocosme. Le macrocosme, pour lui, ça signifie pas du tout le cosmos avec les étoiles, enfin les galaxies, etc. C'est le grand monde, en fait. C'est-à-dire le monde des lettrés et la mise en œuvre de concepts. Vous voyez? Lorsque l'on dit mince agitat molins, c'est exactement ça. L'esprit agite la matière. Pour lui, l'alchimie met en œuvre le travail du spagyriste. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il faudrait travailler sur les deux en même temps. C'est ce qu'il demande, lui. Il place la barre très haut, hein. Il place la barre très très haut. Il y a très très peu d'alchimistes adeptes pour lui, hein. Il y en a très très peu. J'en cite quelques-uns, notamment Limogeon de Saint-Didier, qui est sa référence absolue dans son lexique. À la fin, il y a le plus grand nombre de références pratiquement. En numéro 2, c'est Limogeon de Saint-Didier, qui a été, lui, alchimiste et diplomate, vous voyez, et Blaise de Vigenère, qui est du même niveau. Vous dites que Fulcanelli parle du passé au passé, Oui. contrairement à Cambriel. Alors, Cambriel, c'est un sujet tout à fait passionnant, qui lui parlait de son époque à lui, directement. C'est le début du 19e siècle. C'est un homme, Cambriel, qui a traversé 9 ou 10 régimes politiques quand même, hein. C'est énorme. À une époque où on coupait des têtes pour un oui, pour un non, quoi. Il a réussi à mourir à plus de 80 ans, ce qui est déjà un record. Oui. Vous avez Oui, un livre hein, sur lui, sur Cambriel. oui, oui, j'ai écrit Mais un Cambriel, livre il parle au présent, lui. Donc, présent, bah, son présent à lui, bien sûr. Vous voyez, il parle pas, il fait pas. Sauf il a initié la méthode quand même c'est lui qui a été, si vous voulez, à l'origine de retrouver
les éléments qui composent l'élixir dans la lecture des cathédrales, si vous voulez, notamment Notre-Dame de Paris. Fulcanelli lui a beaucoup pris, hein, notamment Mm. ça. Il fait très très peu allusion au Moyen Âge en dehors de ça, vous voyez. Il parle de son époque à lui, Cambriel, contrairement à Fulcanelli. Alors, vous parlez aussi d'un certain Philippe Berthelot, qui est beaucoup plus proche de nous. Philippe Berthelot, oui, oui. Alors c'est un homme que, ben, justement, vous parliez de Jacques Bergier. On doit à Jacques Bergier d'avoir mis, alors ça par contre c'est très important de la part de Bergier, qui a mis en avant Philippe Berthelot. Parce que il y a un interview que vos lecteurs et lectrices peuvent facilement, auquel il est facile d'accéder sur YouTube, où on voit un interview de Jacques Bergier. Et l'intervieweur dit à Jacques Bergier, vous êtes mondialement connu. Alors lui, il dit oui, et ça, pour autant, ça veut dire que je suis un homme de peu d'importance. Alors l'intervieweur lui dit pourquoi? Parce que Bergier répond parce que les gens importants, on ne les connaît pas. Il dit, est-ce que vous connaissez Philippe Berthelot? Et l'intervieweur dit littéralement, je cite, qui c'est ça? Et il lui dit, c'est l'homme qui a dirigé la France pendant, enfin, il donne les dates pratiquement pendant 20-30 ans. Parce qu'il était secrétaire du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le numéro 2 du Quai d'Orsay, en fait. Et Philippe Berthelot, lui, est le fils de Marcelin Berthelot. Or, Marcelin Berthelot est un homme qui a écrit notamment. Marcelin Berthelot a écrit plusieurs ouvrages, en fait, sur l'alchimie et les alchimistes. Il était allé jusqu'à Leyde, en Hollande, pour décrypter les manuscrits, si vous voulez, de l'époque alexandrine. Euh, Outre le fait que c'était un chimiste organiste de premier plan, qu'il est un des pionniers dans le domaine, qu'il avait été également ministre des Affaires étrangères, je crois, ou de la Culture. Euh, Son père était une grande pointure, et un alchimiste. Tout en disant, je ne suis pas alchimiste, bien sûr, hein, mais lorsqu'on lit son livre, on se rend compte qu'effectivement, il en était. Voilà qui était Philippe Berthelot. Eh ben voilà encore quelque chose qui nous parle, hein. C'est là, on est dans une situation, je veux dire politique, même si on parle pas de politique. On montre du doigt des gens bien connus et on sait très bien que dans l'ombre, enfin dans l'ombre, c'est pas ceux-là qui sont les plus importants, comme Berthelot, dont personne n'entendait parler. Je ne fais que citer Fulcanelli, je reprends son esprit. Hein. Vous voyez, Oui, c'est Fulcanelli, lui, vu par lui-même, en d'autres termes, hein, parce que c'est lui qui dit ça. Vous voyez, il parle de Marcelin Berthelot en plus, hein, Fulcanelli, il en parle, du père, hein, pas de Philippe. qu'il a quand même vécu à l'époque du surréalisme, je me dis, il a dû connaître énormément de gens. Quand on Alors voit ça, le c'est travail que vous faites sur Montmartre, sur tous fondamental. les gens qui vivaient à cette époque-là, quoi. Oui, oui, fondamental, fondamental, fondamental. Ça, c'est fondamental. Il suffit de voir l'appel que fait André Breton Mm. à l'alchimie, en fait. Hein. Et je dis, moi, on ne peut pas aborder l'alchimie sans avoir un esprit un peu surréaliste et certainement poétique, si vous voulez, voyez. Et c'est encore quelque chose qu'on vit en ce moment avec ces gens qui parlent d'ufologie, d'autres mondes, etc. On est quand même encore dedans, on n'en est pas sorti. Ah, mais on n'en sortira jamais de ça, c'est clair. Mais si vous voulez, ce sont des thématiques indirectement reliées à l'alchimie. Hein. L'alchimie ne s'intéresse pas particulièrement à l'ufologie. Hein. Les surréalistes non plus ne s'intéressaient pas spécialement à l'ufologie. Hein. Voyez-vous? C'est arrivé un peu plus tard. Oui, ça a été une vogue, oui. Oui, et puis alors j'en reviens justement je veux dire, à toutes ces drogues qui sont arrivées. Ben, s'il y en avait déjà dans les années entre deux guerres, on le sait, hein. Et puis, il y en a eu après dans les années 60, c'est revenu. Et en ce moment, on voit certaines villes aux États-Unis où ça jonche le sol. C'est des cycles qui reviennent et qui sont toujours là. Qu'est-ce que l'alchimie peut nous apporter à notre époque? Bien, On- l'alchimie, moi je dis l'alchimie, il faut s'y intéresser au point de vue culturel, c'est surtout ça, parce qu'elle est partout à ce moment-là, si vous voulez, vous voyez. On la retrouve dans des textes, je dis bien, c'est la science c'est l'art d'une autre époque, hein, l'alchimie. Je dis bien, il ne faut pas la pratiquer. Si on s'intéresse à la diplomatie du temps passé, notamment, je vous ai dit, ce que met en avant Fulcanelli, ces deux grands diplomates, Limogeon de Saint-Didier
et Blaise de Vigenère, qui étaient des grandes pointures en diplomatie, étaient des alchimistes tous les deux, si vous voulez, voyez. Et si on veut voir un petit peu quelle était l'appréciation de ces diplomates sur le monde qui était le leur à leur époque, il faut se mettre dans leur esprit. On peut approcher leur esprit, si vous voulez, voyez. Et est-ce que justement, ceux de notre époque, il pourrait y avoir des alchimistes aussi qui tirent un peu les ficelles? Ah, ça, moi, je peux pas vous le dire, hein. Non, non, je sais pas, je peux pas vous dire ça. Non, non, écoutez, non, c'est gentil de votre part, mais je suis pas. Non, 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 je me suis simplement intéressé à Fulcanelli dans cet ouvrage-là et à son époque à lui, si vous voulez, voyez, et sa manière de parler d'une matière métaphorique de son époque, c'est-à-dire en faisant référence essentiellement à la Renaissance et au Moyen Âge. C'est ça dont il a parlé. Il a supposé un Moyen Âge magnifique, si vous voulez, une Renaissance comme une époque de décadence. Et ça semble logique. Mais après la Renaissance, il a rien dit sur son époque à lui. À part le chat noir, à part ce chat Oui. noir, si vous voulez, hein. Lui, il dit, euh, il se vante pratiquement. Il dit, j'en sais plus que d'autres sur ce qui se passait au chat noir. Vous voyez, Mm. il a écrit ça. Il a écrit pratiquement, moi je sais, j'ai su ce qui s'est passé dans ce chat noir. Et beaucoup de gens que j'ai fréquentés qui allaient au chat noir ne savaient pas vraiment ce dont il était question en vérité. Vous voyez? Ben ça, vous le trouverez dans le livre, dans le livre Oui, 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 sur oui, comment oui, lire bien sûr. Fulcanelli. Bon, pour tous ceux qui ont acheté les demeures philosophales ou les mystères des cathédrales, il faut acheter comment lire Fulcanelli parce que ça vous donnera des clés. Je donne toutes les clés, celle de l'élixir en disant ne pratiquez pas, celle si vous voulez, du monde diplomatique de son époque, hein. Vous avez vu Et les références. J'ai pris des sources officielles importantes quand même, hein. J'ai cité notamment des dames qui ont écrit là-dessus. Vous voyez, vous disiez femmes alchimistes, il y en a eu. Euh, Ça fera l'objet d'un prochain livre que je vais publier chez Derby, d'ailleurs, en je, 2025. Voilà, je vous livre un secret. ah ben c'est bien, ça, je veux bien qu'on parle des femmes alchimistes puisque quand on s'est Voilà, rencontrés, bon, je vous ai dit qu'il n'y voilà. avait pas beaucoup de femmes et vous m'avez dit s'il y en a quelques-unes quand même. Il y en a quelques-unes. Derby m'a fait l'honneur de prendre mon ouvrage ce thème. Mais par contre, voilà, s'intéressant à la diplomatie de manière très sérieuse, hein, ce sont des historiennes, ce sont des femmes essentiellement, vous voyez, les ouvrages auxquels je fais référence. Ça commence aussi fort avec un symbole qui est l'humilité, ce qui nous Oui, manque énormément à notre période encore pour oui, arrêter les conflits. oui, c'est-à-dire. L'humilité que vous mettez en face du corbeau. Eh bien, c'est-à-dire, voilà, l'humilité, c'est un bas-relief qui se trouve dans l'embrasure de Notre-Dame du Paris, le portail du jugement dernier, que Fulcanelli a pris en grande considération, qui classiquement s'appelle l'humilité, classiquement. Parce que classiquement, sur ces bas-reliefs des embrasures, il y a les vertus et les vices, voyez-vous. Et au-dessus de l'orgueil, je crois, il y a l'humilité. Mais lui, cette humilité l'a baptisé le corbeau. C'est lui qui a baptisé l'humilité le corbeau. Voilà. C'est Et là, Canelli. vous jouez avec les mots, hein, vous faites de la cabale. Et le corbeau, Oui, ça peut se lire à deux niveaux. le corbeau, une belle femme. Ouais, une belle femme qui a un beau corps. Moi, j'adore Voilà. le langage des oiseaux. C'est quand même ce qui nous manque, l'humilité. Je veux dire, c'est quand même une des vertus principales. Ah, nous sommes bien d'accord, madame, c'est évident. Qui sommes-nous, hein, face à l'inconnu du quotidien? Mm. C'est évident. Qui sommes-nous, hein? Nous sommes mortels. Comment vous avez fait pour faire un travail pareil? Il y a combien de siècles de couverts? Il y a 4 siècles. Facilement. Ben déjà, il faut se centrer sur quelques objectifs, choisir des thématiques et les suivre, ne pas partir dans tous les sens, vous voyez, en suivant à peu près l'évolution de la diplomatie française. Là, je me suis documenté. Oui, c'est un travail d'historien, là, carrément. Je suis pas historien, mais j'ai lu des historiens sérieux, si vous voulez, vous voyez. C'est en quatrième de couverture, à travers des métaphores employées, l'hermétisme architectural d'un passé qui lui est lointain. Ce qu'il a voulu transcrire, c'est la solution apportée
aux grands problèmes politiques qui affectent la France en ce début du XXe siècle, la guerre par la voie des actions les plus secrètes d'une diplomatie telle qu'issue du Quai d'Orsay. Vous voyez, c'est quand même marqué à la quatrième de couverture, il y a une histoire de guerre. Ben, la diplomatie, à l'époque de 1914, forcément, hein, s'intéressait au conflit franco-germanique. Hum. Et on a un président qui avait décidé de se passer des diplomates, entre parenthèses. Enfin, moi, ce que je retrouve dans votre livre, c'est peut-être pas ce que vous avez voulu dire. Vous avez pris les termes de Fulcanelli, mais pour moi, Fulcanelli, c'est un révolutionnaire quelque part. Enfin, c'est pas un révolutionnaire, mais c'est un visionnaire qui peut-être nous montre ce que la plupart des gens voulaient pas voir. Il éclaire. Il Ah, éclaire en un seul mot ou en deux mots, comme vous voulez. éclairer, oui, du verbe éclairer, oui, il éclaire des zones d'ombre. Ben, je vous dis, dans la mesure où sa pensée à aborder des structures un peu universelles, ça peut avoir quelques applications pour une époque qui n'est pas forcément la sienne. Mais là encore, faut se méfier hein, des structures un peu trop rigides. Hein. Je vous dis, je suis pas sûr que ça s'applique complètement à notre époque, hein, ce qu'il a écrit. C'est surtout valable pour la Moi, sienne. je l'ai senti comme ça. Mais Ouais, bien, j'ai une d'accord. question, à votre avis, pourquoi il a préféré rester inconnu pour Ah, l'humilité? Non. aucune idée. Aucune idée. Peut-être enfin, j'ai lu quelques ouvrages quand même sur des gens qui faisaient le grand effort d'essayer de savoir qui il était, hein. Euh, Peut-être parce il avait une fonction officielle à son époque et que précisément l'alchimie a toujours été d'une considération hein, entre nous, pas terrible, hein, vous voyez. Et pourtant, en ce moment, il y a des cours d'alchimie, des séminaires, on connaît. Oui, c'est très bien, mais enfin, je me lancerai pas là-dedans, moi. Hein. Non, non, non. Loin de là. Non, non. Non, non, je crois qu'il n'y a pas d'école d'alchimie, que c'est un travail solitaire et surtout, non, je dis, il faut pas moi je dis, il ne faut pas la pratiquer. Hein. C'est un travail solitaire, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi quand même à se trouver au fil des temps, c'est-à-dire à rencontrer des gens qui étaient comme eux, à pouvoir partager Eh bien, quand ceux qui ont réussi bon, atteindre un certain but là-dedans, parce que on est alchimiste ou on ne l'est pas, hein, ça se fonde sur une seule expérience, c'est pas par degré, si vous voulez. Et ceux qui ont réussi à rédiger des ouvrages d'alchimie doivent faire la preuve qu'ils connaissent la confection de l'élixir. C'est à ça qu'entre eux, les alchimistes se reconnaissent, si vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas de bluff possible à ce niveau-là. Et c'est codé, par contre. Je ne sais pas si vous avez pu lire mon ouvrage sur Cambriel. Cambriel, c'est codé d'une manière, pour découvrir que Cambriel est alchimiste, c'est un effort considérable. Hein. Il faut connaître un peu le grec, enfin, c'est assez compliqué, mais il a été reconnu comme un véritable alchimiste par des gens qui font autorité. Hein, vous voyez. Qu'est-ce que vous pensez de Nicolas Flamel? Ben, moi, ce que j'en pense, rien, mais Fulcanelli, lui, le tient un peu pour, Un euh, rigolo. peut-être pas un rigolo, mais quelqu'un qui se servait d'un effet d'affiche, si vous voulez, pour vendre ses produits. Vous voyez, il mettait un petit peu des symboles partout. Et d'ailleurs, Fulcanelli ne s'est pas servi directement des symboles de Flamel. Il jugeait un peu, il est passé outre. Ouais, C'est quand même Fulcanelli. c'est le Moyen Âge, Flamel, non? Oui, mais il n'y a pas que lui au Moyen Âge. Hein. Ouais. Vous avez la dynastie des Lallemand, par exemple, hein, qui ont noté la Bourge. Et alors là, Fulcanelli, lui, il dit oui, eux, les Allemands, oui. Il est l'allemand en un seul mot, hein. C'est Oui, 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 pas les l'allemand, c'est. Allemands comme le peuple. Non, 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 mais il joue là-dessus, bien sûr. Il joue là-dessus, Fulcanelli, puisque je vous dis, lui, sa référence, c'est le conflit franco-allemand. Vous voyez, il joue là-dessus. Mais les Allemands ont existé. C'était une dynastie de grands argentiers à l'époque de Charles VII et certainement de Louis XI. Vous voyez? Bon, tous ceux qui ont envie de voyager dans le temps, euh, tout en restant les pieds sur terre, sans s'envoler de trop, comment lire Voilà. Philosophie, Alchimie et diplomatie important de Grégoire Brisset aux éditions d'Hervé. Je vous remercie beaucoup, Grégoire Brisset. Merci beaucoup pour ce livre C'est qui m'a, moi qui vous remercie infiniment. Merci pour votre accueil. Salut à vos lectrices et vos lecteurs. franchement, pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie et surtout à ce livre
Ces livres de Fulcanelli, 800 pages quand même, hein. c'est 800 pages. On n'y comprend rien. Oui, 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 c'est très. Enfin, ça s'étudie, Fulcanelli, ça se parcourt pas, hein. Ça s'étudie, il faut le lire une quantité de fois, vous voyez, et déjà être un peu. Enfin, je donne le matériel de base dans mon ouvrage, si vous voulez. Si vous lisez mon ouvrage, sérieusement, vous avez de quoi aborder les mystères des cathédrales et les demeures philosophales facilement, C'est le but honnêtement. d'ailleurs, hein, du Oui, livre. oui, c'est On ça. vous attend pour la suite des aventures des alchimistes. Merci à Merci à vous. vous.